Bonjour Arnaud. Bonjour Thomas. Écoute, merci d'avoir accepté mon invitation. On va parler aujourd'hui LMNP, on va parler un peu fiscalité. On sait qu'il y a eu pas mal de choses qui ont changé sur ce régime-là dernièrement. On va pouvoir discuter un petit peu de tout ça aujourd'hui. Mais avant, est-ce que tu peux un peu te présenter et nous dire pourquoi est-ce que tu es légitime à parler de LMNP avec nous aujourd'hui? Merci Thomas pour l'invitation pour cette interview. Donc bonjour à tous, je suis Arnaud Gaillot, je suis cofondateur de Clower. Clower, on accompagne des milliers d'investisseurs sur leur déclaration fiscale chaque année et sur le choix du régime fiscal, peu importe votre régime fiscal. À titre perso aussi, je suis expert comptable diplômé. J'ai aussi une casquette de multi-investisseur où depuis 10 ans maintenant, j'ai testé un peu tous les modes d'exploitation qu'on pouvait avoir, de la chambre de bonne à Paris jusqu'à la grosse colocation ou l'immeuble de rapport en province. Donc, ce qui a permis vraiment aujourd'hui de vous donner aussi un point de vue sur la réforme fiscale. Finalement, la question qu'on se pose tous, Thomas, c'est est-il encore intéressant d'investir en LMNP en 2025? Donc, on va essayer de se dire pourquoi on se pose cette question, pourquoi, pourquoi c'est encore intéressant ou pas. Et puis après, avec plaisir pour vous donner des conseils, des tips pour optimiser sa fiscalité chaque année. Eh ben justement, là, ça va être le but. Donc, tu as parlé d'une réforme fiscale. J'allais te demander pourquoi est-ce que justement en ce moment on se pose la question et qu'on voit aussi plein d'articles dans la presse qui parlent du LMNP. Certains disent que le LMNP est mort, d'autres disent que ça ne change rien. Est-ce que tu peux dire un petit peu voilà, pourquoi est-ce qu'on pose les questions en 2025 et qu'avant, en fait, le LMNP, on ne se posait pas de questions et on en faisait tout le temps, presque. Ouais, avec plaisir. On va surtout en fait revenir un petit peu en arrière très rapidement. Ça fait près de 2 ans en fait que le gouvernement a remis en cause la crise du logement, beaucoup sur la location courte durée, donc ce qu'on va appeler sur le Airbnb. Et donc depuis 2023, ça a amené quasiment à des lois anti-Airbnb. Et ces lois sont plus ou moins propagées à l'ensemble de la location meublée. Et donc on a vu apparaître fin novembre la loi Le Meur. Donc cette loi qui est aujourd'hui effective est venue imposer des restrictions sur la location meublée, donc surtout principalement la location courte durée. On pourra rentrer dans le détail, Thomas, si tu veux. Et donc il y a cette première loi Le Meur fin novembre, et ensuite en février, il y a eu le projet de loi de finances 2025 qui a été adopté et qui est venu aussi mettre des changements sur la location meublée. Donc le premier, finalement, le premier point qui a fait qu'on est venu se poser des questions sur l'intérêt de continuer en LMNP, c'est la réintégration des amortissements dans le calcul de plus-value. Il faut comprendre pourquoi le LMNP est extrêmement intéressant par rapport au foncier. C'est qu'on peut tout déduire et on peut amortir son bien, ce qui fait que beaucoup de propriétaires, finalement, peuvent encaisser des loyers et se retrouver pendant plusieurs années être en déficit, avec un déficit qui est reportable sur les revenus LMNP, et donc du coup de quasiment pas payer d'impôts et d'avoir une fiscalité finalement très faible sur ces revenus locatifs meublés, ce qui n'est pas le cas, à contrario, avec les revenus fonciers, donc la location vide. Donc il y a Tu as ce... anticipé une de mes questions du coup, parce que j'allais te demander, on parle de LMNP, là on part du principe que tout le monde sait, mais j'aurais bien aimé qu'on parle un peu de la différence entre le LMNP et la location nue. Tu as commencé à en parler. Donc qu'est-ce qui fait que le fait de mettre des meubles dans son logement, parce que voilà, LMNP, loueur meublé non professionnel, ça a un avantage en fait par rapport à la location nue. Qu'est-ce qui change un petit peu dans les grandes lignes fiscalement? Tu as parlé Ouais, d'amortissement. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est ces amortissements, comment ça fonctionne, et puis surtout quel est l'intérêt pour un investisseur immo? ouais, très, très bien. Même les différences, tu vas en avoir plusieurs. Donc, tu auras des différences d'un point de vue d'exploitation et tu auras des différences d'un point de vue fiscal. Donc, d'un point de vue d'exploitation, donc la différence ultime pour passer de vide à meublé, c'est que tu dois respecter un décret, une liste 2015 pour mettre certains mobiliers obligatoires pour pouvoir basculer au meublé. Donc, étape 1, finalement, tu viens changer ton mode d'exploitation. Ce mode d'exploitation, le fait de changer, ça va te permettre d'avoir des baux qui vont être différents de la location nue. Tu vas avoir des baux qui vont être beaucoup plus souples. C'est-à-dire que toi, en tant que propriétaire, tu vas pouvoir faire du bail mobilité. Donc, c'est des durées entre 1 mois et 10 mois. Tu vas pouvoir faire de la location courte durée. Et tu vas également pouvoir faire de la location étudiante ou location classique. Et les baux vont être d'1 an au maximum. Alors que quand tu es en location vide, tu es complètement engagé 3 ans si tu es propriétaire, tu détiens bien en direct. Et si tu détiens bien via une SCI, par exemple à l'IS, une personne morale, là, tu es engagé pendant 6 ans lorsque tu génères un bail. Donc, en fonction de ta localisation, en fonction de ta cible locataire que tu cherches à convaincre,
ben, le nu ou le meublé est parfois pas adapté. Donc, c'est vraiment aussi, il faut tenir compte de ta cible et ta zone géographique. Donc, voilà pour la partie exploitation. D'un point de vue fiscal, la différence, elle va être sur le fait qu'en location meublée, comme en location foncier, tu vas avoir le choix entre choisir un régime forfaitaire au micro, donc micro foncier ou micro BIC au meublé. Et tu peux également être au réel foncier ou au réel meublé. Sauf que au régime, donc au foncier, tu as des seuils à respecter, tu déduis rien, par contre, c'est très facile à déclarer. Au régime réel, que ce soit en foncier ou meublé, là, tu vas pouvoir déduire certaines charges, mais tu as une comptabilité un peu plus technique à faire. Par contre, en foncier, tu peux déduire que les intérêts d'emprunt et des charges vraiment mineures, alors qu'en meublé, c'est là l'énorme avantage, c'est que tu vas pouvoir déduire l'intégralité de tes charges liées à ton activité d'exploitation, tes frais d'acquisition, frais de notaire, frais d'agence, les frais d'acquisition et frais d'agence, ça peut vite représenter 10 à 15% du prix du bien. Et donc, c'est 2 voire 4 ans de loyer que tu peux déjà venir déduire en charge. Et donc, tu génères un déficit sur plusieurs années. Donc, tu as ces charges d'acquisition, tu as toutes les charges d'exploitation et toutes les charges exceptionnelles que tu peux venir déduire en LMNP au réel. Tout ça, tu ne peux pas le déduire en foncier. En foncier, même quand tu fais des travaux, tu as le déficit foncier de 10 700 € que tu peux venir imputer sur tes autres revenus. Mais il y a certains travaux, tout ce qui va être travaux d'agrandissement ou des travaux d'extension ou même vraiment de confort, tu ne vas pas pouvoir les déduire. Alors qu'en LMNP au réel, tu peux tout déduire. Et le bonus, ce qu'on a essayé d'être remis en cause avec la réforme, c'est l'amortissement comptable. Donc ça, l'amortissement comptable, c'est le point qui est juste incroyable quand tu fais la location meublée au régime réel, c'est que tu vas pouvoir chaque année mettre une quote-part d'amortissement en plus dans ta comptabilité. Donc, ça va en moyenne, tu vois, pour donner une idée, c'est environ 3% du prix du bien, donc du prix d'acquisition, chaque année, que tu vas venir mettre en charge supplémentaire au titre de tes amortissements. Donc ça te permet vraiment assez facilement de venir baisser ton résultat fiscal et donc de baisser mécaniquement ton impôt. La contrepartie de ça, et c'est pour ça qu'on a remis en cause un peu le LMNP, c'est que si tu décides de vendre ton bien et que ton bien se vend après le 15 février 2025, tous les amortissements que tu as déduits depuis, même si tu as commencé il y a 10 ans, tous ces amortissements-là, donc imaginons, je prends un exemple très simple, j'ai acheté un bien il y a 10 ans, je l'ai acheté 100 000 €, et tu vois, Thomas, tu décides là en 2025 de le vendre, on va dire 120 000 €. Avant la réforme, avant 2025, si tu le vendais, ta plus-value, c'était 120 000 moins 100. Tu avais une plus-value de 20 000. Donc, en moyenne, avec 10 ans de détention, tu payais environ 5 000 € d'impôt à la sortie sur ta plus-value. Avec la réforme, si ton bien, tu le vends là, à partir du 15 février 2025, donc c'est l'acte de vente qui compte, là, ta plus-value imposable, elle est plus de 20 000, mais elle va être de 50 000 parce que tu viens ajouter les 30 000 € d'amortissement que tu as déduit cumulé. Et donc, du coup, tu te trouves à payer plus 5 000 € d'impôt, mais 15 000 € d'impôt. Donc ça, c'est vraiment un point de vigilance à avoir. Par contre, la bonne nouvelle dans tout ça, il y en a, c'est que tu continues encore aujourd'hui, au moment où on fait cette interview, tu continues de bénéficier de l'abattement pour durée de détention lorsque tu es un particulier, lorsque tu es soumis à la fiscalité des particuliers. Qu'est-ce que c'est l'abattement pour durée de détention? C'est dès lors que tu es propriétaire, donc tu sois là pour le coup en vide ou en meublé. À partir de la 6e année de détention, tu vas commencer à avoir un abattement sur ta plus-value. Donc ta plus-value, comment ça fonctionne? C'est donc ton prix de vente moins ton prix d'achat. Et maintenant, tu réintègres les amortissements déduits et tu viens multiplier ça par 19% d'impôt sur le revenu, donc c'est forfaitaire, plus 17,2% de prélèvements sociaux, CSG, CRDS. Donc ça te fait finalement un taux d'impôt à 36,2% sur ta plus-value, plus les amortissements. Mais par contre, l'administration fiscale t'autorise à partir de la 6e année d'avoir un taux d'abattement, ce qui fait que donc plus tu vas garder le bien, plus cette plus-value va venir se réduire.
et tu vas être complètement exonéré d'impôt sur le revenu, donc des 19% à partir de 22 ans de détention, et au bout de 30 ans, tu es complètement exonéré des prélèvements sociaux. Donc, sur cette réforme, si je veux absolument pas payer d'impôts, bah, c'est quoi finalement la première astuce? Bah, c'est conserver vos biens le plus longtemps possible. Donc ça, c'est la première reco. J'allais y venir justement sur les manières d'éviter l'impôt sur la plus-value. On creusera peut-être un petit peu là-dessus un peu plus tard parce que je crois qu'il y a une autre technique aussi qui est un peu moins connue et qui marche assez bien. Si on reprend un petit peu sur la partie amortissement, donc avant, on avait un peu le beurre et l'argent du beurre. On avait des amortissements qui nous permettaient en fait de réduire notre base imposable et donc de ne pas payer d'impôts pendant plusieurs années. Et en fait, ce montant-là qui n'est pas vraiment décaissé, ce n'est pas une charge qu'on paye, c'est un amortissement comptable, mais il n'y a pas d'argent qui sort. Eh ben, on faisait comme s'il n'avait pas existé le jour de la revente. Et comme tu le dis, la plus-value sur un bien acheté 100 000 et revendu 120, c'était uniquement 20 000. Aujourd'hui, un bien qui est vendu, tout cet argent en fait qui nous a été pas donné gracieusement, mais tout cet amortissement qu'on a du coup amorti, on le réutilise dans le calcul de la plus-value. Et donc, ce qu'on n'a pas payé entre guillemets sur nos loyers, on va le payer sur notre plus-value. C'est ça. Et c'est pour ça que ça peut être aussi intéressant au cas par cas. Je vais prendre l'exemple d'un propriétaire qui est en LMNP et qui a un taux d'imposition à 30%. Donc, il est sur une tranche à 30%, voire même on pourrait aller sur 40%, mais à partir de 30%. Donc, la personne, chaque année, en mettant un amortissement, elle se fait une économie d'impôt de son taux d'imposition de 30%, plus 17,2%. C'est-à-dire qu'elle fait une économie d'impôt de 47,2% chaque année en amortissant. La loi, quand on réintègre l'amortissement, l'imposition, tu vas être sur du forfait. Donc, tu vas être à 36,2%. Donc, ouais, ça reste quand même intéressant parce qu'une personne qui a un TNI, une tranche d'imposition à 30%, elle gagne quand même presque 10 points le fait d'amortir. Donc, elle ne perd pas tout. Ouais, même 11 points, exactement. Elle gagne 11 points. Donc, elle ne perd pas tout. 36,2 à 47,2. C'est ça. Donc, du coup, effectivement, ce que tu économises sur tes loyers est plus élevé que ce que tu vas payer sur ta plus-value derrière, sans prendre en compte l'abattement pour durée de détention en plus, qui est un peu la cerise sur le gâteau. Ouais. Voilà, donc c'est vraiment la cerise sur le gâteau. C'est pour ça que le LMNP reste quand même intéressant, extrêmement intéressant. Le point de vigilance, c'est plutôt de dire, voilà, si vous avez un projet que vous voulez acheter, rénover le bien, le mettre en meublé et le revendre sous 5 ans, là, sous 5 ans, attention, là, tous les amortissements déduits, vous allez payer à 100% de l'impôt. Donc c'est plutôt, quand on fait du LMNP, voyez-le vraiment comme une logique d'investisseur immobilier, donc vraiment plus de long terme. Voilà. Ça permet aussi de venir compenser un peu tous les propriétaires qui étaient proches des activités un peu de marchand de biens, d'achat-revente. D'achat, location pendant quelques années, puis revente, mais assez courte. Et dans ce cas-là un peu précis, nous, on a des investisseurs qui enchaînent un petit peu et puis qui arbitrent assez vite leur patrimoine parce que ça permet de relever de la dette. Et on a souvent des questions parce qu'en fait, on dit toujours on réintègre des amortissements, mais il y a la question de combien on réintègre ces amortissements. Et des fois, on a plus d'amortissements que de loyers quand on a pris nos charges. Et du coup, en fait, on a un stock d'amortissement qui reste là. Quel est le montant d'amortissement? Parce que des fois, on voit des calculs qui se font, qui disent, par exemple, vous avez 10 000 euros d'amortissement par an. Donc, au bout de 5 ans, il y a 50 000 euros en plus. Sauf que si ces 50 000 euros, on n'a pas pu les déduire sur nos loyers, on est bien d'accord, tu vas nous confirmer que, en fait, ils ne sont pas réintégrés dans les plus-values. Est-ce que tu peux détailler un petit peu sur cette partie? Oui, bien sûr. En fait, c'est l'article 39C du Code général des impôts qui va te dire, voilà, il y a une partie des amortissements, tu ne peux pas t'en servir pour créer un surdéficit et donc ils ne sont pas déductibles et par contre, ils sont reportables sur les revenus suivants. Donc finalement, toi, la part qui est vraiment réintégrée, c'est uniquement les vrais amortissements qui ont réellement été déduits et qui ont réellement eu un impact sur ton résultat fiscal. Donc si tu as un stock d'amortissement, ceux-là, tu ne les prends pas et donc il n'y a pas d'impact. Donc c'est uniquement ce qui est venu te faire réellement économiser de l'impôt. Ok, donc ça c'est top, sachant qu'en plus, avant de passer les amortissements, tu passes toutes les charges, tu passes les intérêts d'emprunt, tu passes tout ça. Donc les amortissements, ils arrivent un peu en dernier quand il n'y a plus rien à déduire et du coup, tu vas chercher dans les amortissements. Oui, exactement. Tu as ça et surtout, tu peux aussi déduire tes frais de comptabilité. Enfin, tu peux vraiment déduire énormément de choses. Donc c'est pour ça que ça doit pas, pour moi, si ton projet il est viable en meublé et que tu as une demande locative élevée, tu dois pas te restreindre à ne pas faire de LMNP suite à cette réforme. Voilà.
Ok, bon bah ça c'est top, donc je comprends que c'est toujours intéressant. Il y a quand même un risque qu'on voit aujourd'hui sur le LMNP, c'est que le jour de la revente, bah, en fait, tu peux te retrouver, même si tu as de la plus-value, à devoir sortir de l'argent de ta poche. Est-ce que ça c'est un cas qui arrive souvent? Ouais, alors, c'est le cas ultra spécifique qui est alors on va peut-être repartir sur le cas général. Le cas général, généralement, ça peut pas arriver parce que mécaniquement, enfin, ça peut arriver dans le cas si tu as le couteau sous la gorge, mais généralement, quand tu vends, vu que tu as eu des loyers, que tu as encaissé à rembourser du capital, bah, généralement, tu ne vends pas à perte. Ça, c'est le premier point. Donc, le fait de ne pas vendre à perte, bah, tu n'auras pas en plus un effort d'épargne supplémentaire pour payer la plus-value. La plus-value supplémentaire sera absorbée mécaniquement par le cash du prix de la vente que tu vas recevoir. Donc, c'est pour ça, dans ce cas-là, pour moi, dans le cas général, ça n'arrive pas. Par contre, il y a des cas spécifiques qui peuvent arriver. C'est dans le cas du décès. Si tu es LMNP et que tu décèdes, il y a très peu de monde le savent. Si tu décèdes et que tu es en LMNP, tu as une assurance emprunteur sur le bien, parce qu'aujourd'hui, c'est obligatoire dès que tu as un crédit. Donc, c'est dans le cas, je décède et j'avais un crédit. Qu'est-ce qui se passe? Là, donc l'assurance va prendre en charge le remboursement du capital restant dû. Et ce capital, il va être immédiatement imposé en LMP sur les revenus, donc sur la dernière déclaration fiscale du défunt. Et donc là, les héritiers vont se retrouver à payer immédiatement l'impôt sur le capital restant, donc sur le crédit restant qui a été remboursé par la banque. Et là, c'est problématique parce que souvent, le bien, tu ne l'as pas vendu, donc tu n'avais pas le Bah ouais, cash, et on te ok. demande de payer, s'il reste 60% du capital, donc sur un bien à 100 000, bah, il te reste, donc tu vas toucher 60 000 euros. 60 000, tu vas payer donc du coup la TMI, donc 30 plus 17,2, donc tu vas te retrouver à payer 47,2% d'impôt sur 60 000 euros, et le cash, tu ne l'as pas, et tu as 6 mois pour faire la succession, et souvent, le bien, tu ne le vends pas en 6 mois. Donc là, c'est vraiment le cas spécifique où tu peux te retrouver, où tes héritiers peuvent vraiment se retrouver en difficulté sur cette situation-là. Donc là, pareil, il y a des cas, hein, il y a des cas il y a des solutions, des astuces pour se couvrir de ça, mais ça, on ne développera pas aujourd'hui, mais on pourra, dans prochaine thématique, développer cette partie-là. Ok, Donc, bah c'est à savoir, ça je t'avoue, je n'étais pas au courant, et c'est vrai que c'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément, parce que bah, on espère que ça ne nous arrive pas, mais on ne sait jamais, ouais. hein. Les accidents de la vie, ça arrive. Donc écoute, si on repart un petit peu sur la plus-value, c'est un peu là-dessus du coup que ben, le LMNP change beaucoup. On paye beaucoup plus sur l'impôt sur la plus-value parce que la plus-value est plus élevée à cause des amortissements. On a commencé à parler un petit peu des méthodes pour réduire un peu cette plus-value, notamment garder le bien un peu plus longtemps pour bénéficier des abattements pour durée de détention. Est-ce que c'est la seule méthode ou est-ce qu'on a d'autres solutions pour éviter cette plus-value? Ouais, il va en exister d'autres. Donc la première, c'est conserver le bien dans le temps. La deuxième, ça peut être de changer, finalement, d'arrêter l'activité de meubler et de passer le bien en résidence principale quelques mois avant la vente. Donc là, aujourd'hui, il n'existe pas, au moment où on se parle, de vraiment cas de doctrine de jurisprudence pour dire quelle est la durée pour laquelle je dois Ouais. passer en RP avant de vendre. Il n'y a rien. Donc là, plutôt, c'est du bon sens, mais à vous de justifier que vous habitez réellement dans ce bien-là. Donc c'est vraiment des cas spécifiques. Moi, je leur recommande souvent de le faire un an avant. Donc ça, c'est finalement de passer bien en résidence principale. Le deuxième, il y a encore des désaccords parce qu'il n'y a pas de jurisprudence là-dessus. Si je change de mode d'exploitation, je repasse en revenu foncier. Là, il y a deux écoles. Tu vas avoir l'école notaire qui vont dire si je change de revenu foncier, du coup, je dois quand même réintégrer les amortissements que j'ai déduits en location meublée. Et puis, tu as une deuxième école, plutôt avocat fiscaliste, qui vont creuser les textes. Et aujourd'hui, il n'y a absolument rien. Et ce qui compte, quand tu lis, c'est plutôt de se dire c'est vraiment le mode d'exploitation au moment de la vente. Donc voilà, donc aujourd'hui, il n'y a encore pas de cas de jurisprudence. Il y a deux écoles. Donc moi, je ne recommande pas forcément de passer en revenu foncier. Je pense que c'est peut-être la solution. Demain, il va y avoir des textes là-dessus, donc ça sera clarifié. Donc ce point-là, attention à ceux qui jouent là-dessus. Et les autres, ça va être de transmettre le bien à ses héritiers, soit par donation, partage, démembrement, parce que le fait de transmettre le bien ne rend pas éligible la réintégration des amortissements. C'est uniquement un acte onéreux, une vente, une cash, un paiement qui génère cette réintégration. Donc, vous pouvez transmettre le bien à vos héritiers. Et ensuite, il y a deux autres cas.
que moi, qui sont pas mal et qu'on voit de plus en plus développer, c'est l'utilisation d'une société intermédiaire, donc une SCI à l'IS, qui va venir exploiter le bien en location courte durée ou en location meublée. Et vous versez, la SCI vous verse un loyer fixe en revenu foncier. Et tous les revenus location meublée courte durée ou longue durée sont encaissés par la SCI. Et donc, du coup, l'actif, finalement, l'actif est en revenu foncier. Donc, vous allez pouvoir déduire l'intégralité des charges et continuer à bénéficier de l'abattement pour durée de détention en revenu foncier à l'IR. Et ensuite, le dernier cas, si vous voulez continuer voir grossir votre développement patrimonial, moi, je recommande d'aller jouer aussi sur un autre tableau qui est la SCI à l'IS, qui permet d'absolument tout déduire et d'avoir une imposition sur les revenus locatifs annuels plus faible qu'en LMNP lorsque vous n'êtes plus en déficit. Pour rappel, la SCI à l'IS, l'imposition, ça fonctionne comment? Si vous faites moins de 42 500 € de résultat fiscal, donc là, ce n'est pas de chiffre d'affaires, ce n'est pas de recette, c'est vraiment le résultat, c'est après les charges, et vous pouvez aussi amortir, vous payez 15% d'impôt sur les sociétés, 25% si vous faites plus de 42 500 €. Voilà, pour donner une astuce, combien ça représente. Moi, généralement, 42 500 € de résultat. Si tu as un parc immobilier avec un rendement environ de 5%, entre 4 à 5% net, ça correspond quasiment à une valorisation à peu près d'1 million d'euros de patrimoine. Donc moi, souvent, ce que je recommande à mes clients, c'est dès lors que vous n'avez pas un patrimoine supérieur à 1 million d'euros, continuez à mettre dans la même SCI. Ça vous permet d'économiser des frais juridiques, frais administratifs et frais de comptabilité. Au-delà, 42 500 € de résultat, c'est 25%. Et ensuite, par contre, quand je veux sortir le cash, donc là, c'est dividende. Donc là, je suis soumis à la flat tax à 30%. Donc la SCI à l'IS, ça peut être un bon moyen si je veux continuer à avoir des loyers qui sont peu fiscalisés chaque année. Par contre, la contrepartie, c'est que dans une SCI à l'IS, vous amortissez le bien au prix d'acquisition, mais lors de la vente, les amortissements, c'est comme la nouvelle réforme LMNP, ils sont réintégrés. Le calcul de plus-value va être différent. Je vais prendre le prix de vente moins la valeur comptable que j'ai dans mes comptes. Et donc, la valeur comptable, c'est le prix d'acquisition moins les amortissements que j'ai déduits. Donc, ce qui fait que je vais me retrouver quand même assez rapidement si le bien, je le vends dans 30 ans et je veux sortir le cash de la SCI, généralement, je me retrouve à payer 50% du prix de vente à l'État en impôts. Mais par contre, la différence, c'est que c'est vous qui décidez quand vous payez l'impôt en SCI à l'IS. Donc ça, c'est vraiment le point de vigilance. Et il n'y a pas d'abattement pour durée de détention dans une SCI à l'IS. Et aussi un point de vigilance que je vois beaucoup, tu vois Thomas, je vois beaucoup de clients qui ont un bien, qui ont une SCI familiale, qui ont un bien depuis quelques années. Puis là, avec la vague de location courte durée, ils décident de passer le bien en meublé. Voilà, attention, point de vigilance, parce que lorsque vous passez un bien de vide à meubler dans une SCI à l'IR, automatiquement, la SCI doit basculer à l'IS, et donc avec la fiscalité, l'IS. Ce qui fait que si vous avez un bien familial que vous avez depuis quasiment 30 ans, et le fait de le passer à la SCI à l'IS, malheureusement, vous perdez l'abattement pour durée de détention. Et donc, si vous l'avez gardé à l'IR, vous ne payez pas d'impôt sur la plus-value. Et là, vous vous retrouvez à payer quasiment 50% sur le prix de vente. Et comme c'est un bien que vous avez eu il y a longtemps, vous ne pouvez rien déduire. Et donc, l'addition peut être très salée à la sortie. Ok. Je reviens sur la partie plus-value. Il y a une dernière technique que j'ai entendue. Tu vas me dire un petit peu comment ça fonctionne. C'est le fait de réinvestir la plus-value dans une résidence principale. Est-ce que tu peux nous dire si ça peut pas être une super solution du coup pour les personnes qui sont éligibles quand tu as un bien LMNP, que tu as une grosse plus-value dessus parce que tu as soit fait une vraie plus-value, soit beaucoup d'amortissement. Comment est-ce que tu peux faire avec cette technique? Ce qui est important, c'est de valider. Enfin, on va peut-être définir les caractères d'éligibilité parce que c'est vraiment spécifique que dans certains cas, il ne faut pas avoir été propriétaire de sa résidence principale depuis au moins 5 ans. Donc ça veut dire que depuis ça, moi j'ai 5. C'est 5 ans. 4 ou 5? C'est 5 ans, donc c'est quand même assez long. Et quand je dis propriétaire, ça veut dire qu'il faut que tu sois vraiment locataire pendant 5 ans. Donc ça, c'est le premier point. Et ensuite, quand tu vends, l'argent, tu dois le réinvestir dans les 24 mois pour une résidence principale.
Donc oui, c'est limite la meilleure solution, mais ça veut dire que pendant 5 ans, tu dois rester locataire avant de faire ce système-là. Voilà. Donc ça peut être une stratégie aussi, une énième stratégie intéressante à C'est peut-être bien pour des gens qui ont commencé ouais. par du locatif, par exemple, avant d'acheter leur RP, et il se trouve qu'il y a un bien là où ils se Mmh. disent bon, je vais peut-être le vendre avant d'acheter ma RP, alors que j'avais prévu d'acheter ma Mais RP, c'est mais en fait, vachement peut-être lui, il y a un contrôlé, truc donc à il faire faut quand même intelligent être là-dessus sûr pour sûr éviter. de son coup pour le faire et bien respecter les critères. Et pareil, derrière, ça veut dire, souvent, moi, je recommande quand même que la RP que tu achètes, tu la gardes vraiment en RP pendant 4-5 ans. Sinon, tu risques d'attirer OK. les foudres. Est-ce que tu peux te Ah faire oui, parce que du rattraper coup, là-dessus sinon? c'est un peu tu vois, du marchand bien déguisé, quoi. Donc oui. Ouais. Donc oui. Ouais, tu peux te faire rattraper sur 2 aspects, à la fois l'exonération de la plus-value sur Ouais. ton bien en LMNP et la deuxième exonération de plus-value si tu revends tes RP, pareil avec plus-value, là tu es exonéré donc c'est un peu la double méthode pour avoir 2 ventes Ouais. successives sans impôt sur la plus-value. Mais du coup, sur cette RP là, faut peut-être pas trop faire le con et puis la garder un petit Ouais, peu longtemps il y quand a même pour ça, pas il se y a faire aussi rattraper un autre derrière. point auquel on n'y pense pas. Si tu vends un LMNP à un 40 mètres carrés pour te racheter à 10 km un LMNP, enfin, pas te racheter à 10 km un appartement en résidence principale de 45 mètres carrés, il n'y a pas de changement de pièce, il n'y a pas vraiment de changement, tu peux être sûr que ça va être retoqué. Donc il faut vraiment que tu arrives à justifier quand même au-delà, que soit parce que tu as une mutation professionnelle, soit parce que par exemple ta famille s'est agrandie, donc tu as besoin de plus d'espace. Voilà, il faut arriver quand même à justifier ça en cas de contrôle, parce que si c'est tu, tu vends en LMNP pour acheter la même chose en RP, quelques kilomètres à côté, bon bah c'est pareil, c'est de l'abus de droit fiscal. Ouais, ils vont te dire pourquoi vous n'êtes pas tout simplement allé habiter Exactement, c'est dans votre ça. bien et voilà. Et est-ce que alors les baux sont assez courts en meublé, mais tu peux pas justifier en disant: «Bah, j'avais un bail en cours, qui durait peut-être encore pendant 6 mois et j'avais besoin d'y habiter tout de suite». Ouais, tu peux. Après, c'est encore une fois, c'est du bon sens. Un peu dans Ouais, l'histoire non, que mais tu c'est racontes du aussi, bon c'est sens vrai. en fait. Donc oui, c'est du bon sens. Mais d'un coup, c'est bizarre. Il va te dire, ils vont te dire, bah oui, mais du coup, pourquoi vous n'avez pas attendu 6 mois de rester en location avant d'acheter le nouveau bien, tu vois. C'est pour ça que c'est du bon Ouais, sens en fait. Voilà, faut avoir une histoire à raconter, ouais. OK, donc tu rachètes pas l'appartement en face dans le même immeuble, tu essaies de faut qu'il y ait une t'éloigner un cohérence. minimum Voilà, ou faut alors vraiment de qu'il y ait une justifier cohérence pour et que pouvoir, trouver un exactement. logement différent, OK. OK, OK. Top. On a parlé un petit peu de la SCI à l'IS. Je voulais justement qu'on parle un peu des autres manières de bien investir dans l'immobilier. On a vu que le LMNP, c'était hyper intéressant. Est-ce que déjà le LMNP, est-ce qu'on peut se dire, il y a une époque où, en tout cas avant la réforme, c'était la niche fiscale de l'immobilier et quasiment tout le monde voulait commencer par ça. Bon, moi, je disais toujours aussi qu'il faut faire gaffe d'être dans un secteur qui se prête à la location meublée parce que c'est bien d'avoir une fiscalité avantageuse, mais si tu n'as pas de locataire, ça ne sert pas à grand-chose. Est-ce que du coup, le LMNP, c'est toujours ça, ce statut on essaye de l'exploiter au maximum avant peut-être de passer sur autre chose ou est-ce qu'il y a d'autres solutions qui marchent un peu mieux? Comment est-ce que, pour des personnes qui veulent faire peut-être 2, 3, 4, 5 biens et se construire un patrimoine, comment est-ce que tu ferais une stratégie un Ouais, peu très clair. optimisée? En fait, je dirais même qu'on n'est pas à l'apogée du LMNP. Là, le LMNP, il y a encore plein de choses et reste intéressant. Et pour moi, et aujourd'hui, le régime fiscal le plus intéressant. Souvent, en fait, avant, la plupart des investisseurs qui arrivaient, donc le LMNP, il fallait déjà quand même un peu expérimenter, un peu expert, assez documenté, on va dire même avant la réforme pour utiliser. Moi, je voyais beaucoup de propriétaires, pour un souci de réduction d'impôts, faisaient du Pinel. Voilà. Et donc, du coup, une grosse manne, en fait, des propriétaires partait sur le Pinel parce que c'est vendu par des conseillers en gestion de patrimoine. Ça permet d'avoir une réduction d'impôts immédiate, alors que le LMNP, ce n'est pas le cas. Donc, réduction d'impôts immédiate. Et là, le Pinel, le dispositif Pinel, en fait, c'est terminé le 31 décembre 2024. Et donc, on voit quasiment 80% des gens qui allaient faire du Pinel, aujourd'hui, se répercutent sur deux dispositifs, le LMNP ou le de Normandie. On pourra aussi évoquer ce régime. Donc, le Pinel, pourquoi le Pinel tout le monde y allait? Parce que c'était quand même simple, c'était souvent clé en main, c'était du neuf. Et surtout, ça procure une réduction d'impôt jusqu'à 21%. Par contre, la contrepartie, c'est que je suis en revenu foncier. Donc, j'ai une réduction d'impôt, mais je ne choisis pas mon emplacement.
je choisis pas mes locataires parce que j'ai un plafonnement de loyer à respecter. Donc, j'ai un loyer plus faible. Et les loyers que j'encaisse, je suis extrêmement fiscalisé parce que souvent, les Pinel, pour avoir un Pinel, il faut quand même que je sois sur une tranche d'imposition à 30%. Donc, les loyers que je vais percevoir, je vais payer minimum 50% d'impôts sur les loyers et je peux rien déduire. Et souvent, je suis engagé pendant 9 ans. Et comme c'est des programmes, souvent, il va y avoir plusieurs biens dans le même immeuble en Pinel et tout le monde le vend en même temps. Et du coup, il y a une décote et je ne revends pas le prix que j'ai acheté. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde qui allait sur le Pinel. Là, aujourd'hui, c'est quasiment 80% des personnes qui allaient sur du Pinel vont sur du Normandie ou sur du LMNP. Donc, le LMNP, je n'ai pas de réduction fiscale d'impôt sur le revenu par rapport à mon investissement. Mais par contre, je décide de tout derrière. Je décide de l'emplacement, je décide de la qualité des travaux, je décide des locataires que je vais cibler, je décide du loyer que je vais louer. Alors, il peut y avoir certaines villes, des plafonnements de loyer. Mais par contre, le gros avantage, c'est que les loyers que j'encaisse sont peu, voire très faiblement fiscalisés. Donc voilà pourquoi, pour moi, le LMNP va continuer à avoir le vent en poupe en 2025 et va continuer à se développer. Après, attention, on ne fait pas du LMNP partout. Il faut s'assurer qu'il y ait bien une demande en meublé. Et c'est aussi sur la typologie des biens. Voilà, par exemple, sur la colocation, on fait forcément du meublé. Par contre, sur un T1, T2, pareil, on fait studio, le meublé fonctionne. S'il y a une demande de bail mobilité, d'étudiants, un parc économique dynamique, on y va. Par contre, si moi, en tant qu'investisseur, je veux faire que des maisons individuelles, des pavillons, non, souvent, le LMNP n'est pas adapté. En fait, si je veux cibler une famille, c'est pas adapté. Donc voilà, c'est plutôt, en avant de se lancer, il faut quand même bien définir la stratégie. Est-ce que les personnes que je cible sont en adéquation avec le mode d'exploitation que je veux utiliser? On est d'accord, ouais. C'est vrai que moi, je dis toujours qu'il vaut mieux d'abord trouver un bon bien et ensuite mettre la meilleure fiscalité par-dessus, plutôt que de se dire la meilleure fiscalité, c'est celle-ci, et je vais essayer de faire rentrer n'importe quel bien à l'intérieur parce que ça marche un peu moins bien. Et c'est marrant que tu parles du coup des régimes de défisc, notamment le Pinel. Et c'est vrai qu'on voit beaucoup de personnes qui se disent j'ai une réduction d'impôt, donc je suis gagnant, mais ils ne voient pas que derrière, ils payent des impôts sur les loyers. Donc finalement, ce qu'ils économisent d'un côté, ils le perdent de l'autre. Et finalement, il vaut mieux acheter un truc qui ne vous fait pas économiser d'impôts, mais qui ne vous en fait pas payer non plus, mais qui a quand même un vrai rendement locatif, une vraie rentabilité, et qui derrière rapporte de l'argent. Parce que c'est vrai que les Pinel, en réalité, ce n'est pas des investissements très rentables. Et quand on regarde la rentabilité net d'impôts, c'est pas fameux non plus. Et à la revente, c'est pas fameux non plus parce que, comme tu l'as dit, tout le monde vend en même temps et du coup, forcément, les prix décotent. Et en fait, c'est un peu l'anecdote chez les investisseurs IMO. Il y en a qui se disent, voilà, je me suis fait pineliser. C'est une expression qu'on entend un peu souvent. C'est les personnes, malheureusement, qui se sont fait un peu avoir par des CGP qui sont pas toujours les meilleurs conseillers et qui ont des Pinel. Et je vois assez peu de gens qui sont Ouais, assez après, contents de leur Pinel. je nuance un peu le propos parce que selon certains cas, le Pinel peut être intéressant. Par exemple, tu vois, si tu travailles beaucoup, tu es sur une tranche d'imposition à 50, enfin, 45% et que tu n'as pas du tout envie de subir le risque de meubler le logement, faire les travaux, ou même de payer une boîte clé en main, le Pinel peut être intéressant dans ce cas-là. Donc, il y a vraiment plutôt des cas spécifiques, tu vois, je dirais, aller là-dessus. Par contre, tu vois, une très bonne transition, je trouve que le modèle hybride entre le Pinel et le LMNP, c'est le de Normandie. Le Normandie, je trouve ça, de mon point de vue actuellement, je trouve ça extrêmement bien dans la mesure où ça te permet de pouvoir avoir une réduction d'impôt comme au Pinel, mais tu peux aller cibler des biens où tu vas venir faire au moins 25% de travaux dans des zones éligibles. Là, par contre, c'est en location nue, mais tu vas pouvoir souvent valoriser ces travaux à la sortie et tu peux choisir l'emplacement. Donc, je trouve que c'est le modèle hybride entre les deux qui peut être extrêmement intéressant. Et là, on est sur de l'ancien, on n'est plus sur du neuf. Donc déjà, tu as un côté, comme tu dis, l'emplacement est souvent meilleur, parce que les meilleurs emplacements sont surtout dans l'ancien. Et ces 25% de travaux, est-ce que ça peut être n'importe quoi ou est-ce qu'il y a des travaux qui sont éligibles et d'autres non? Alors oui, il faut que ce soit des travaux de rénovation énergétique. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc si tu fais la déco n'est pas comptée, quoi. Tu vois, par exemple, le mobilier, tout ce qui va être peinture, c'est hors 25. Enfin, ouais, exactement. Ouais, et puis même ton électricité, Ouais. ta plomberie, ta cuisine, ton sol. Donc c'est vraiment tout ce qui est isolation, fenêtre.
je pense que tu as les travaux induits qui rentrent en jeu. Donc, je disais par exemple que la peinture et l'électricité n'étaient Alors si pas l'électricité, si ça va, concernées, mais l'électricité, finalement, tu vas si pouvoir tu l'intégrer si décidais de la personne en fait qui fait les travaux est RGE. Voilà. Mais si tu décides de faire les travaux toi-même, là tu pourras pas les intégrer. On est d'accord, ouais. On est d'accord. Donc, on a dit finalement le LMNP, ça reste quand même le meilleur régime fiscal, à condition qu'on soit quand même dans un secteur où la location meublée s'y prête. On a parlé de la SCI-LIS qui peut être super intéressante. Est-ce que, donc on a parlé du Normandie aussi, est-ce qu'il y a des gars où de la location nue, tout simple, ça peut être sympa aussi? J'achète, je loue en nu, potentiellement avec des travaux. Est-ce qu'il y a des moments où bah, ça, c'est peut-être plus intéressant que de faire un LMNP ou Ouais, d'acheter ça en va être SCI? intéressant si tu veux venir imputer 10 700 € de déficit, voire 21 400 en rénovation énergétique sur tes autres revenus. Donc oui, ça c'est intéressant. La contrepartie, c'est que quand tu t'engages, tu imputes des déficits sur tes autres revenus, tu dois au minimum conserver ton bien en location nue pendant au moins 3 ans après l'imputation du dernier déficit. Donc si tu es sur une imposition, on va dire, souvent inférieure à 30%, bah, je trouve que oui, ça peut être intéressant. Si tu cibles des zones géographiques où tu as une forte rentabilité en location nue, bah, pareil, c'est intéressant. Et si par contre tu payes beaucoup d'impôts et toi ce que tu veux c'est absolument une réduction d'impôts immédiate, je trouve ça très bien. Et par contre ce qu'il faut savoir c'est que bah, tu as 3 ans quand même où tes loyers vont être imposés. Donc je pense que c'est des biens qui peuvent être, je trouve que le déficit foncier ça peut être intéressant si tu fais pas mal de travaux et que tu as un loyer qui n'est pas non plus si élevé que ça et que tu vas valoriser à la fin, je sais pas, dans 5, 6, au moins dans 6 ans, allez, dans 5-6 ans, tu vas valoriser, ton bien va prendre de la valeur parce que tu as fait des travaux. Tu vois, ça peut être une technique. Ouais. Donc, dans le cas où tu as assez de travaux pour à la fois déduire 10 700 sur tes revenus à toi, à la fois avoir au moins 3 ans bah, sans impôt, idéalement, donc avoir encore suffisamment de travaux pour couvrir à peu près 3 ans de loyer, même si tu vas aussi déduire tes intérêts d'emprunt, tes charges, etc. Et potentiellement bah, un bien sur lequel tu fais une belle plus-value, parce que là, ta plus-value, ça va être la plus-value classique, on va dire, donc tu n'as plus cette histoire d'amortissement LMNP, et du coup, tu vas juste payer de l'impôt sur la vraie plus-value, prix de vente moins prix de revient avec ton achat, tes travaux, Il tes y a frais ça, il y a d'acquisition. aussi une autre technique qu'on n'évoque pas souvent, c'est si tu détiens le bien depuis au moins 5 ans et au moment où tu le vends, si par exemple tu as fait les travaux toi-même ou que tu n'as pas forcément été en capacité d'avoir fait énormément de travaux, enfin de le justifier avec des factures, l'administration fiscale te donne la possibilité de déduire au moins 15% du prix des travaux en déduction sur ta plus-value. Donc déjà, si tu as loué pendant 5 ans et que tu as pu déduire 15% de frais de travaux et 7,5% de frais de notaire, bah déjà ta plus-value, elle est souvent très faible. Et pour l'instant, tu as quand même encaissé Ouais, des loyers. Donc oui, ça peut être. ouais, le forfait de Oui, 15%, c'est c'est ça, sur le prix d'achat, exactement, hein. exactement. C'est ça, Donc hein. oui, ça peut Ouais. être intéressant, mais après, quoi qu'il arrive, enfin mathématiquement, le LMNP au réel restera de très loin le plus intéressant fiscalement. Ok, top. Bon, bah génial, je pense qu'on a fait un super tour. Comment est-ce qu'un investisseur peut se faire accompagner dans toutes ces questions fiscales? Alors, bah, en passant par Cloar, merci Thomas pour l'introduction. Par exemple? En fait, aujourd'hui, le premier point, les points de vigilance, lorsque vous démarrez ou vous voulez faire grossir votre parc, le premier point, c'est vérifier l'absence d'interdiction dans votre règlement de copropriété. Si vous louez dans une copro, vérifiez que vous pouvez bien faire la location courte durée, la location meublée, parce que des fois, la location à la chambre meublée est interdite. Donc, vérifiez ça. Deuxième, si vous faites de la location courte durée meublée, inscrivez-vous en mairie. Et troisième, après, bah, c'est avant de vous lancer, prenez le point fiscal dès le début. Parce que vous fassiez de la location courte durée, meublée, ou même de louer votre résidence principale une partie de l'année, vous êtes dans l'obligation d'avoir un numéro de SIRET. Et là, tu vois, c'est le premier point d'entrée. Moi, je vois beaucoup de propriétaires qui n'ont pas de numéro de SIRET, donc c'est un numéro d'activité. C'est obligatoire. Et vous soyez au micro ou au réel, hein, c'est complètement obligatoire. Donc, un, s'inscrire. Et deux, choisir son régime fiscal. C'est à ce moment-là où je choisis entre le micro ou le réel. Et je vais même aller encore plus loin, si des propriétaires veulent se développer et acheter via une SCI, bah faites-le avant l'achat. En fait, la SCI doit être constituée avant l'acte de vente définitif. Donc, il y a une technique qui s'appelle de mettre une clause de substitution entre le compromis de vente
et l'acte de vente, où là, tu vois, tu vas pouvoir dire, j'achète le bien, finalement, je vais dire, je vais l'acheter en SCI, à l'IS, je vais faire du meublé. Et là, au moment de l'acte de vente, c'est ta SCI, à l'IS qui achète, tu dois le faire avant. Parce que de basculer un bien après, Ouais. en fonction des cas, ça va souvent te coûter entre 5 à 8% en droit de mutation ou droit de notaire pour remettre le bien. Ouais. Donc, souvent, c'est pas exactement comme si tu rachetais. rachetais. Donc, attention à ce point de vigilance. Et ensuite, donc, du coup, au régime réel, dans 90 voire 95% des cas, c'est plus intéressant de passer au réel. Tu vois, Thomas, en moyenne, nous, tous nos clients, leur fait économiser entre 1 000 jusqu'à 3 500 euros d'économie d'impôt par an en les faisant basculer au régime réel. Et derrière, donc, on fait toujours un audit fiscal de 5 à 10 minutes où on vient comprendre la problématique, faire une mise en conformité. C'est là qu'on s'aperçoit que le propriétaire n'a pas de numéro tiré, voire même pas déclaré depuis 2-3 ans, voire plus. Donc là, on va être en capacité à résorber la situation, refaire des liasses fiscales antérieures, et ensuite, le propriétaire utilise l'outil Clower qui te permet en moins de 5 minutes de faire ta déclaration fiscale où tu renseignes ta propriété, tu renseignes tes loyers, tes charges, et ça te génère automatiquement un pré-bilan que Clower valide. La subtilité, ce qui est technique, c'est c'est sur le calcul des amortissements code par terrain. Donc ça, c'est Clower qui engage sa responsabilité sur cette partie-là. On génère la liasse fiscale et qu'on envoie au service des impôts immédiatement. Donc le propriétaire n'a pas grand-chose à faire, il vient de voir, il a des conseils sur sa conformité, sa fiscalité, est-ce qu'il doit aller au micro, est-ce qu'il doit aller au réel, et le logiciel Clower lui permet de gérer un petit peu sa comptabilité, et la déclaration est faite, si je comprends bien, automatiquement, ou alors il reçoit l'alias et puis c'est lui qui va faire sa déclaration sur Non, l'alias impôts.gouv.fr. va être faite automatiquement. Enfin, la télétransmission de l'alias va être faite automatiquement. Déjà, pour le faire, au réel, tu ne peux pas le faire tout seul. Il te faut un EDI, donc c'est un logiciel qui coûte déjà de l'argent, qui est intégré. Donc, nous, on télétransmet. La seule chose que le propriétaire va donc avoir besoin de faire, c'est de passer 5 minutes à renseigner la propriété, renseigner les loyers et les charges. Et ensuite, une fois qu'il a sa liasse fiscale qui est envoyée aux impôts, juste de reporter le résultat fiscal sur sa déclaration d'impôt sur le revenu. Et même ça, nous, on donne une aide en disant, voilà, votre liasse fiscale est terminée, reportez ce montant-là dans telle ou telle case. Donc ça, c'est vraiment pour le régime meublé. Et derrière, on va être en capacité de gérer tous les régimes fiscaux. Donc, soit même en revenu foncier, si tu veux un suivi de ta trésorerie et en temps réel, ton résultat fiscal, ça, tu peux également l'avoir. Et derrière, tu sois en SCI, LIR, à l'IS. Voilà, on va vraiment gérer les 48 régimes fiscaux liés à l'immobilier. Ça va être ma question, est-ce que tous les investisseurs peuvent venir vous voir, de la SCI, de la location meublée, de la location nue, tous les investisseurs peuvent venir chez vous, la comptabilité est gérée, et est-ce que, en termes de tarifs, le fait de passer par une plateforme en ligne par rapport à un expert comptable classique, est-ce qu'il y a un avantage par rapport aux experts comptables physiques? La plateforme est vraiment adaptée à tout type d'investisseurs tant qu'on fait de l'immobilier et on fait que ça. C'est-à-dire je ne pourrais pas faire, par exemple, je pourrais pas faire la comptabilité de l'e-box, par exemple, mais par contre, je vais faire la comptabilité de tous tes investisseurs immobiliers. L'outil est adapté que tu aies un bien ou 50 biens. L'outil est complètement adapté parce que tu as une vision bien par bien, ce qui permet de faire de l'arbitrage si tu veux sortir un bien et connaître le montant de la plus-value bien par bien. Donc ça, c'est assez unique et c'est vraiment efficace avec la réforme. L'outil, aujourd'hui, en termes de tarifs, on va être l'outil qui va être le moins cher du marché, qui permet de faire une déclaration fiscale la plus rapide et la plus simple, dans la mesure où le parcours est très intuitif. Et au niveau du tarif, en moyenne, un expert comptable classique, une solution va te coûter environ 600, voire 900 euros l'alias fiscale sur une SCI. Nous, on va se positionner à 269 euros l'alias fiscale. Et après, sacrée différence. Et après, tu vas rajouter 130 euros par bien supplémentaire si tu as plusieurs biens dans un LMNP ou une SCI. Et surtout que tu es une SCI ou un LMNP, c'est le même tarif. Donc, on a voulu quelque chose qui soit extrêmement transparent. Et là, suite à la réforme aussi, donc là, les propriétaires vont être impactés sur 2025 jusque donc en 2024, si tu bénéficiais, si tu adhérais à un centre de gestion agréé sur ton LMNP, tu pouvais bénéficier en fait de frais d'une réduction d'impôt de 2/3 sur tes frais de comptabilité et tes frais de centre de gestion agréé. Donc, si tu avais l'habitude de payer ton comptable, on va dire net d'impôt 200 euros, le fait que l'adhésion à un CGA, la réduction d'impôt à un CGA soit supprimée, tu vas te retrouver en 2025 finalement à sortir net 600 euros, plus le centre de gestion agréé,
pour faire ta comptabilité. Alors que nous, c'est vraiment le tarif n'évolue pas, que tu n'aies plus de CGA, le tarif restera le même. Génial, génial. Bon, et en plus, bonus, les auditeurs et les membres de l'e-box ont droit à un petit code promo que je mettrai du coup directement dans la description, qui s'appelle l'e-box 24, je crois, qui donne encore 25 € de réduction sur le tarif normal. Je rappelle que du coup, on bosse pas mal ensemble avec Cullover. Nous, on est 100% confiants dans ce que vous faites. Et c'est d'ailleurs avec toi, Arnaud, qu'on a passé pas mal de temps, avec Christophe aussi, pour auditer et valider le simulateur de fiscalité qu'on a chez l'e-box. Donc voilà, on a fait un gros boulot là-dessus et moi, je peux attester de toute la compétence que vous avez sur la fiscalité dans les petits détails techniques. Donc nous, c'est avec grand plaisir qu'on vous conseille et qu'on envoie nos investisseurs chez vous. Donc je mettrai le lien pour profiter de Cullover directement dans la description. Vous pourrez prendre directement contact, rendez-vous pour avoir un premier rendez-vous qui est entièrement gratuit, je crois, pour avoir du conseil. Et si vous avez de la comptabilité à gérer, moi, je peux que vous inciter à aller chez eux, en tout cas. Est-ce que tu avais autre chose à rajouter, Arnaud, avant que l'on se quitte? Non, merci beaucoup pour cette interview. Hâte de faire les prochaines. Voilà, voilà ce que je pourrais dire. Et pareil, plaisir vraiment partagé pour l'e-box. Nous, Thomas aussi, on a adoré travailler avec toi. On avait vraiment réussi à aller dans le détail et le diable se cache dans les détails. Donc, c'est ça qui était vraiment intéressant. Et ce qui fait qu'aussi, du coup, je pense aussi pour ça que tu as une communauté incroyable. Et donc, c'est pour ça qu'on est ravis de faire ces interviews avec toi. Donc, merci encore pour ta confiance. Eh ben, avec grand plaisir. Et puis, on se dit à bientôt pour une prochaine interview. Quand il y aura encore eu une nouvelle dinguerie de la part de l'État sur une modification fiscale ou dès qu'il y aura des nouvelles choses, on se tiendra au courant et puis on vous tiendra au fait informé. Je te Merci, remercie, Thomas. Arnaud. Je vous remercie tous d'avoir vu cette vidéo et À je vous bientôt. dis à la prochaine.